bonsoir, merci et bienvenue dans ces nouveaux Space Live. Avant d'entamer notre entretien principal, nous allons commencer cette soirée avec un premier invité. Ça sera Azaria Sourouberois, avec qui nous reviendrons sur la situation sécuritaire dans son ensemble et plus particulièrement sur le haut plateau et Aminé Mboué, ainsi que sur les récents propos de l'opposant Martin Fayoulou au sujet de Banyamulenge. Dans un second temps, nous recevrons des invités qui n'ont pas besoin d'être présentés longuement. Jean-Jacques Lumumba, lanceur d'alerte et président du collectif Restitution Afrique, et Carbone Béni, président du mouvement Pacte et acteur reconnu de la société civile congolaise. Ensemble, ils ont co-signé une tribune publiée le 16 août dernier intitulée RDC face à la crise, unir la patrie et refonder les pactes nationaux. Un test dense et sans complaisance qui aborde tour à tour la guerre à l'Est, les accords de Washington, la récupération et la valorisation des actifs de l'État, les dialogues nationaux annoncés par le chef de l'État, son articulation avec le processus de Doha et leur appel à la constitution d'une alliance citoyenne pour la patrie. Nous allons donc décortiquer avec chacun de ces points et avec nos deux invités. Donc, je commence donc avec Azaria Sourouberois. Azaria Sourouberois, bonsoir, vous êtes déjà avec nous. Bonsoir. Merci Azaria Sourouberois d'avoir accepté de répondre ce soir à nos questions. Vous êtes une voix reconnue sur les questions nationales, particulièrement sécuritaires, et même sur les questions de Banyamulenge. Comment décrivez-vous aujourd'hui la situation sécuritaire réelle dans le haut plateau, et au-delà des communiqués officiels et des chiffres souvent contestés sur le terrain? Bien, je vous remercie, M. Stanislas, pour la parole. Je salue tous les auditeurs. La situation à l'Est, en général, est très préoccupante parce que la guerre continue, alors qu'il y a eu des décisions convenues de cesser le feu. Mais c'est très dommage que le cessez-le-feu est violé par chaque partie assez régulièrement. Pour parler de la situation particulière de Minembwe, ça fait 2 mois que la population avait connu un état de répit. Mais aujourd'hui, nous avons une situation très, très préoccupante parce qu'il est signalé des drones encore, des bombardements de drones. Et ça annonce, on dirait, une grande activité de reprise des activités militaires dans cette région. Alors, faire revivre à la population de Minembwe le calvaire, l'oppression et la persécution qu'elle a endurée par des bombardements de drones et de Sukhoi, priver à la population l'accès au marché, c'est constitutif de crimes punis par le droit international. J'en appelle donc non seulement pour les hauts plateaux de Minembwe, mais aussi pour l'ensemble du territoire national, particulièrement à l'Est. J'en appelle à la cessation effective des hostilités. J'en appelle à l'arrêt des combats, mais également, je pense qu'il est temps de faire la paix. La paix et la réconciliation doivent prévaloir. Et à Minembwe, précisément, quelle est la situation actuelle des populations civiles entre la présence des groupes armés, difficultés d'accès humanitaire et rapports faisant état de ces combats dont vous venez d'évoquer tout à l'heure? Voilà, la situation reste catastrophique. Il s'est passé beaucoup de mois, enfin le monde entier a suivi l'épopée sécuritaire de Minembwe. Les maisons sont détruites. J'ai même insisté pour qu'il y ait des investigations, donc une enquête internationale. Vous avez des écoles, des hôpitaux, des résidences, du bétail et les personnes humaines qui se sont écroulées avec un refus des troupes gouvernementales et des troupes burundaises en particulier de permettre à la population d'accéder au marché. Et donc, on a une situation jamais connue. Je n'ai jamais vu personnellement en RDC et ailleurs dans le monde des forces gouvernementales qui ciblent pendant des mois et des mois sa propre population. Les
troupes burundaises, on peut comprendre qu'elles sont étrangères et qu'elles n'ont pas ni la compassion ni l'obligation de protéger une population locale. Encore que je souhaite que ce que fut pour les Italiens en Éthiopie, le soit pour l'armée burundaise, pour qu'elle n'ait jamais de succès dans cette région. Mais nos propres forces, tenez, après les négociations, après le dialogue, lorsqu'on aura fait la paix, les FARDC vont contrôler toute cette partie du pays. Donc, je ne vois pas quel est l'intérêt de notre armée de coaliser, surtout avec ce groupe Maïmaï qui ont endeuillé la population pendant 11 ans, de s'allier pour contrer la population à une vie quasiment inimaginable. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de respecter le cessez-le-feu, non seulement à Minembwe, mais également à Fizi, à Baraka, que voulez-vous, dans le Walungu, où il y a eu encore des attaques aujourd'hui, dans le Massissi, à Walikale, et que sais-je encore. Donc, je pense qu'il est temps de faire la paix, et ça s'appelle la paix des braves. Mais qu'une partie pense, si vous voulez, remporter et imposer la paix par les armes, ça fait perdurer évidemment la guerre. Et dans la guerre, c'est des personnes humaines qui meurent et ça ne profite finalement à personne. Donc, oui. Mais qui assure actuellement la sécurité de Minembwe, de cette population qui y vit? Pour le moment, nous avons le groupe Kirwaneho, c'est un groupe d'autodéfense né il y a 9 ans. J'étais encore au gouvernement lorsque nous avions à traiter quasiment chaque vendredi les questions sécuritaires de l'Est. Les PV des réunions du Conseil des ministres existent. Donc, on a vu comment Minembwe, tous les hauts plateaux de Rurambo à Bibokopoko, en passant par Kamombo et Mibunda, on a vu cette région être investie des groupes armés, les Maïmaï, mais aussi le Red Tabara en son temps. Alors, la naissance de ce groupe d'autodéfense a permis à sécuriser les hauts plateaux pendant longtemps, jusqu'à ce que les forces gouvernementales, lorsqu'elles sont sorties de Bukavu et d'Uvira, et lorsque les forces du M23 ont dû quitter, si vous voulez, Uvira, alors toute cette coalition est montée pour conquérir Minembwe, comme s'il y avait autant d'or, de diamants, de cassiteриtes, de coltan et que sais-je encore. Qu'est-ce qu'il y a à Minembwe? Sinon une population qui est tout simplement ciblée. Donc je pense qu'il y a lieu d'arrêter cette affaire. Bien sûr que ce groupe a dû recourir au M23 pour faire la paix et la sécurité, mais je crois que ça ne devrait pas continuer indéfiniment à obliger la population dans un état de guerre. Mais sinon, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent? Les gens se défendent. Alors que l'armée est là, c'est ça sa mission, pour sécuriser l'ensemble de la population. Évidemment, si la mission de l'armée est de sécuriser l'ensemble de la population, il semble que c'est ce qu'ils sont en train de chercher à faire, c'est-à-dire mettre fin à la présence des groupes d'autodéfense, dont les Twiraneho, pour pouvoir sécuriser légalement cette population qui habite Minembwe. Dans ce sens-là, quand ça se fait par la force et par la guerre, et en période de guerre, ça fait perdurer la guerre. Il y a des négociations. Les gens sont à Genève aujourd'hui. Ils étaient, comment dirais-je, au Qatar pendant plus d'une année. Donc, de quoi on parle finalement? On parle de la paix, on parle de la guerre. Donc, si on veut imposer la paix par la guerre, évidemment, vous avez la guerre devant vous. Mais pourquoi il y a eu cessez-le-feu, à ton avis? C'est exactement ce qui s'est passé avec l'accord de Lusaka en 1999. Il n'y a rien de nouveau. Lorsqu'il y a un accord de cessez-le-feu et qu'il y a arrêt des hostilités, alors ça s'impose à toutes les parties. Vous ne pouvez pas dire, nous, on est gouvernement, même s'il y a un accord sur le cessez-le-feu, nous continuons les hostilités. Ça, ce n'est pas une logique de paix, c'est une logique de guerre. Je pense qu'il y a moyen de revenir à la raison
et de cultiver la culture, je m'excuse, de la tautologie de la paix. C'est possible parce qu'on a vécu ça dans le passé et c'est faisable encore aujourd'hui. Vous Mais il dites, faut la Mhm. volonté politique de le faire. Vous dites ne compter pour la sécurité de Minembwe que sur les groupes d'autodéfense Twiranéo. Cela signifie-t-il que l'État congolais est aujourd'hui absent de cette zone? Et si oui, n'y a-t-il pas là un risque que cette autodéfense se transforme à terme en acteur armé incontrôlable au même titre que les autres groupes que vous dénoncez? Votre question n'a pas beaucoup de cohérence parce que Minembwe, c'est quoi, à ton avis? C'est une commune dans un milieu rural. Ce même groupe armé contrôle Bukavu, elle contrôle Goma. Pourquoi ça ne devrait pas être la plus grande préoccupation plutôt que d'aller dans les confins des populations, si vous voulez, situées à 3000 mètres d'altitude? Donc, je pense qu'il faut voir le Congo comme un tout. Il ne faut pas cibler une population parce que pour ce qu'elle est. C'est pas logique. C'est pas du leadership, ça. La gouvernance veut que vous puissiez prendre l'ensemble de la population et la traiter de la même manière. Vous avez vu comment est-ce qu'on a obligé pour Ouvira les troupes à quitter. Donc, ce n'était pas pour permettre à ces mêmes troupes d'aller dans une contrée qui était paisible. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de revenir à la raison et de comprendre que la paix se négocie, mais il faut la volonté politique et c'est la paix des braves. Mais si une partie, je le répète, pense gagner la paix par la force, probablement, elle ne le réussira pas. Seulement cette partie qui a besoin de gagner la paix par la force, c'est la partie gouvernementale, donc qui risque de dire qu'ils sont dans leur droit de rétablir l'autorité de l'État. Vous me ramenez en arrière parce que le cessez-le-feu a un contenu. Pourquoi est-ce que ce n'est pas Goma qui est bombardé? C'est parce qu'il y a moins de population? Pourquoi est-ce que ce n'est pas Bukavu qui est bombardé? C'est parce qu'il y a moins de population? Minembwe est bombardé parce qu'il y a justement cette population Banyamulenge avec tout ce qu'on peut s'imaginer derrière. Donc, je pense que il est du droit de l'État congolais. Il y a ce qu'on appelle le concept de l'autorité, de rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Ça se fera jour J plus 30 jours, plus 60 jours, plus 100 jours ou 180, je ne sais pas. Mais ça, c'est le résultat des négociations. Alors, si vous êtes en train de négocier, mais que vous voulez imposer la paix, quelle que soit la partie d'ailleurs, même si c'est le M23 ou le Twirwaneho ou un autre groupe, s'ils négocient et veulent récupérer ou imposer, comment dirais-je, la guerre ou la paix, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de standard en matière de négociation. Vous êtes parti aux négociations, vous êtes parti au contrat, vous êtes en train de négocier, il vous appartient d'avoir le même cheminement, la même logique. Mais si les troupes burundaises continuent à monter, qu'elles viennent chercher les troupes burundaises? Il y a de quoi penser à un agenda caché. Qu'elles viennent chercher ces troupes dans ces montagnes et cette population perchée sur les montagnes. Il n'y a pas de logique. Donc, vous ne quittez pas Bukavu, Goma, mais vous pensez que tant que vous n'aurez pas réussi à subjuguer la population de Minembwe, alors vous n'aurez pas étanché votre soif. Où est la logique? Il y a beaucoup de localités au milieu qui ne subissent pas les mêmes affres de la guerre. Alors, je vous propose, Azarias Rouberois, de suivre ces propos tenus par l'opposant Martin Fayoulou lors d'une conférence de presse. La première sur la communauté Banyamulenge. Moi, j'ai un problème sérieux. OK? Ça veut dire quoi Banyamulenge? C'est quoi Banyamulenge? Il faut qu'on nomme les gens. Si les gens disent que c'est une communauté rwandaise qui est venue s'installer au Congo et que, bon, ils veulent avoir de la nationalité congolaise,
ce qu'on avait dit à la conférence nationale, et que la nationalité peut se demander individuellement, ou bien que les enfants qui sont nés, qui sont congolais. Je suis d'accord. Mais quand on dit Banyamulenge, ça veut dire quoi? Mulenge, là-bas, au sud Kivu, il y a les Banyamulenge. Les tribus, moi, je fais partie d'une tribu. Quand je suis parti à Pierre-Vuel, au musée, vous allez voir toutes les tribus du Congo. Et chaque tribu a une langue. Ok? Moi, bon, je vais parler de ma tribu. Je sais parler cette langue-là. Et Kimbala, c'est une langue qu'on parle. Qui est congolais ici qui n'a pas de langue? Levez les doigts. Il y a une langue qui s'appelle Mulenge ou je ne sais pas quoi. Une langue comme ça au Congo? Il parle le Kinyarwanda. Vous mettez la corde au cou bêtement. J'entends les gens dire des choses. Non, soyons sérieux. S'ils sont congolais, ceux qui veulent être congolais, un Belge qui était belge, il peut être congolais. Il est congolais de nationalité, mais il est d'origine belge. Est-ce que c'est un problème? Non. Si vous dites que vous êtes congolais, mais d'origine rwandaise parce que vous êtes venu et vous avez dit la nationalité congolaise, où est le problème? Donc, cette question, est-ce que vous devez dire à ma au Mogo? Oh non, les Congolais sont des Congolais. Non. Il n'y a pas, regardez les tribus du Congo, il n'y a pas une tribu comme ça. Ça, vous pouvez me couper les coups comme vous voulez, je le dirai, parce que c'est ça la réalité. Mais si quelqu'un issu de cette tribu du Rwanda et tout ça qui dit que non, moi j'ai toute ma vie au Congo, j'ai fait tout au Congo, je suis congolais, quel est le problème? La nationalité, on n'en discute pas. Mais dire que, alors parce que les gens qui sont là-bas, les Bafoulibo, les propriétaires de cette terre, qui sont les Foulibo, sont les Congolais, ils disent que non, nous n'acceptons pas ça. Et vous, ici, vous allez dire que non, vous les Foulibo, quittez ça, donnez ça à ces gens-là. Mais s'ils viennent s'installer, qu'ils s'installent, qu'ils s'habituent aux coutumes ou bien aux pratiques qu'ils vont trouver sur place. On les a acceptés, on les a acceptés. Donc, si ce monsieur dit qu'on les a massacrés, mais les Congolais, est-ce qu'il a été voir combien de massacres les Congolais ont été massacrés? Est-ce qu'il a vu le rapport mapping? Les 10 millions de Congolais, les génocides des Congolais dont nous parlons quand nous parlons de génocide, est-ce qu'on parle de ça? Parce que nous ne sommes pas des êtres humains, on n'a pas de valeur, parce qu'on n'a pas de gouvernement responsable qui peut défendre les intérêts du Congo, des Congolais, et vous dites qu'on va laisser ça comme ça. Non. Et c'est là où, moi, je suis choqué. Je vois que les Congolais et les Congolais, on est là, et on discute des choses inutiles. Cette question-là, on a amené sur la table, c'est nous-mêmes. On pouvait, comment dire, repousser et aujourd'hui faire des actions sur le génocide congolais. Vous voulez lancer, madame? Je voulais poser cette question. Donc, pour vous, déposer cette plainte, c'est une question inutile, si je viens de le. Mais il pose la plainte. Mais qui a massacré qui? Le gouvernement congolais de FARDC ont massacré le Bayamulé. Mais disons que s'il vous plaît, les FARDC, ils sont en guerre. Et combien de Congolais sont morts pendant que les M23, l'AFC, ils sont en train de massacrer les Congolais? C'est le gouvernement, c'est le La ce n'est pas mon problème. Moi, je suis Congolais. Je défends les intérêts de qui? Des Congolais. Okay. Moi, je suis un avocat de qui que ce soit. Voilà, Azarias Rouberois, votre réaction à ces propos tenus par l'opposant Martin Fayoulou. Voilà, merci de me redonner la parole. Et c'était nécessaire de réagir aux propos honteux et scandaleux d'un leader qui se veut un leader national. De quoi s'imaginer si cet homme avait exercé les fonctions de président de la République, qu'est-ce que serait devenu la RDC?
le propos de M. Fayoulou, je les condamne fermement. Ce propos frise du racisme. Et avec son rire moqueur, il dégage l'ignorance de la constitution de la RDC, notre pays, mais aussi de la loi sur la nationalité. Fayoulou est ignorant également de l'histoire des migrations des peuples africains. Et c'est choquant. Je le reconnais intellectuel. Il est peut-être bon pour la gestion et laquelle, je n'en sais rien. Mais si un leader qui se veut un candidat devant diriger une nation comme la nôtre tient des propos, et ce n'est pas la première fois de ce genre, il est vraiment à plaindre. Voilà. La constitution de la RDC, que Fayoulou ignore, en son article 10, donne le droit au Banyamulenge, comme au Bambala, parce qu'il a dit que c'est ça sa communauté. Je peux même me permettre de dire, le Bambala, c'est quoi? Vous voyez comment il ironise. Le Bambala, c'est quoi? C'est la chose, en fait. C'est rendre un peuple moins que rien. C'est quoi? C'est la chose. Et donc, mais quittons la polémique. Cette constitution négociée par des Congolais est passée au référendum en son article 10, tout comme l'article 6 de la loi sur la nationalité, reconnaissent au Banyamulenge la nationalité congolaise d'origine autant que sa propre communauté, que toutes les autres tribus de la RDC. Alors, s'il ne comprend pas ça, s'il n'a jamais lu ça, ou s'il lit sans comprendre, il devrait approcher ceux qui comprennent la loi, et la loi fondamentale en particulier. Autre chose que je dois ajouter, c'est que M. Fayoulou évoque son passage à Tervuren. Je suis arrivé à Tervuren en 1994, pour parler comme les Belges, probablement très avant lui. Et j'ai eu des références scientifiques de ce que les Banyamulenge étaient sur le sol congolais avant 1885, longtemps avant. Pour ne citer qu'un auteur ouest qui a écrit Les pays d'Ouvira, qui n'a certainement jamais lu, il situe les Banyamulenge avant 1885. Mais quand vous y allez avec Hierno et les autres, c'est bien avant, beaucoup bien avant. J'étais curieux en préparant cette émission de lire sur les Bambala. Vous savez que les Bambala sont arrivés au Congo venant de l'Angola en 1891, donc après 1885. Les Bambala, sa communauté ou sa tribu, sont postérieurs, leur arrivée est postérieure à l'arrivée des Banyamulenge, et ce sont des sources scientifiques qui le disent. Maintenant, on n'en est même pas là, parce que la loi fondamentale parle de 1960. Les tribus qui étaient en RDC, installées comme tribus à la date de l'indépendance du 30 juin, sont congolais d'origine. Alors, écoutez Fayoulou parler de ça, ça nous ramène à Vangu Mwambweni, ça nous ramène à tous ces autres extrémistes, le Kwebe Kimpele, qui, dans une ignorance, mais teintée de haine, profondément de haine, tiennent des propos qui visent à embraser en fait le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si Fayoulou a l'intention de briguer un mandat, même des députés, des simples députés de Kinshasa, parce qu'il fut député de Kinshasa, il devrait apprendre les peuples de la RDC. Et le Banyamulenge, ce n'est pas un peuple qu'il considère comme un peuple venu après 1960. En fait, c'est ce qu'il veut dire. Donc, c'est à dessein qu'il confond dans des notions, comment dirais-je, vagues, les Banyamulenge installés avant 1885 aux réfugiés rwandais, éventuellement qui sont venus au Congo et qui sont repartis, comme on a connu en 94. Donc, vous avez là un intellectuel
un leader qui se veut un leader national, qui tient des propos indignes. Et cette indignité l'empêche, en fait, en réalité, de diriger un État comme la République démocratique du Congo. J'étais avec Fayoulou, avec vous-même, monsieur le journaliste, à Washington au mois de février. Nous avons tenu une réunion entre Congolais, tous deux on y a participé. Nous avons tenu des réunions même avec au Sénat américain, où nous avons été dans la salle de tel sénateur, je ne citerai pas son nom. J'étais loin de m'imaginer que j'étais là devant un personnage extrêmement dangereux, dangereux pour la nation, pas pour les Banyamulenge, parce qu'il ne fera rien de sa vie jusqu'à la fin de sa vie. Il ne saura ni nous nuire, ni nous donner une quelconque importance. Mais je découvre que l'homme en question n'a même pas la compassion humaine. Lorsqu'on lui dit par les journalistes, voilà, il y a eu des massacres ou des tueries, bien sûr, dans l'ensemble du Congo, mais pour ce qui concerne les Banyamulenge, qu'est-ce que ça vous dit? Mais c'est à la rigueur quelqu'un qui dit foutez-moi la paix, je suis Congolais. Écoutez, même si c'était des Esquimaux, vous diriez par compassion humaine, surtout par compassion chrétienne, parce qu'il en est un, je condamne ceci ou il faut vérifier les faits. Alors, Mais la manière dont il réagit me pousse à croire qu'un tel niveau de mépris, un tel niveau d'indignité le disqualifie à diriger un jour la RDC. mais pour les auditeurs qui ont besoin de connaître un peu plus sur cette communauté Azarias Robérois, pouvez-vous rappeler qui sont concrètement le Banyamulenge, leur histoire, leur langue, leur implantation géographique et ce qui les distingue des autres? Voilà. C'est une leçon d'histoire que vous me demandez. Et l'histoire s'enseigne dans les écoles. Nous l'avons tous appris. L'histoire des migrations, parcourez le livre d'Endayuel et d'autres, vous trouverez des passages sur ce chapitre. Et donc, les Banyamulenge, comme tous les autres Congolais installés au Congo depuis des siècles, sont particulièrement dans le sud Kivu. Vous les avez dans les territoires de Mwenga, dans les territoires de Fizi et dans les territoires d'Uvira. La localisation dans l'histoire, je vous ai cité des auteurs, donc les Yerno et les autres, les West, ça va très loin dans l'histoire. Maintenant, ils sont venus d'où? Vous-même, vous êtes de quel peuple? De quelle tribu vous êtes venu? Vous savez même d'où vous êtes venu. Regardez le Kasaï occidental. Regardez justement cette partie des Bas-Congo qui sont juxtaposés avec le peuple de Brazzaville et le peuple d'Angola. Est-ce que je peux dire, quand je suis à l'Équateur, que les Ngwandais qui sont chez nous sont moins congolais parce qu'il y a des Ngwandais au niveau, comment dirais-je, au niveau de la République centrafricaine. Les migrations africaines, et ça c'est un débat de bas niveau en fait, finalement. Pour un pays comme les États-Unis où je suis, le grand-père du président actuel, pour ne citer que celui-là, il vient de l'Allemagne. Le grand-père de Trump vient de l'Allemagne. Mais ça ne l'empêche pas d'être président. Alors, on a beau à démontrer scientifiquement que les Banyamulenge sont sur le sol qui n'était pas Congo bien avant le partage de l'Afrique. Non. Le jugement de Fayoulou comme de tout extrémiste, c'est le faciès. En fait, il parle du fait qu'il y a des Tutsis qui sont au Rwanda, des Tutsis qui sont au Burundi, des Tutsis qui sont en Tanzanie, au Kenya, que sais-je encore, et au Nord Kivu, pour dire oui, parce qu'il y a ces gens qui vous ressemblent de façon phénotype, alors vous n'êtes pas congolais. Mais ça veut dire quoi? Ça nous ramène d'abord dans les questions traitées par la nation congolaise. Ces questions ont été au cœur des négociations à Sun City, au cœur des négociations à Lusaka. Pourquoi? Parce que justement, il fut un temps, vers la fin du règne de Mobutu,
où des gens comme les Mambweni et les autres se sont illustrés avec, vous connaissez la commission qu'il a dirigée, qui est allée à l'Est, ils ont amené un rapport qui brûlait le pays. Il n'est pas, je ne vais pas citer beaucoup de noms. Donc, moi, je ne pense pas que pendant des décennies et des siècles, on peut discuter de l'évidence. Les évidences sont là. Ce peuple est là. Maintenant, lui, Azarias Rouberois, vous êtes avec nous? il se permet de citer. Oui, oui, je suis là. Oui, on vous suit, allez-y. Je suis en train de vous. Oui, et donc, il ne peut pas dire, les Bafouleros disent qu'ils ne sont pas congolais. Et donc, vous qui êtes ici, qu'est-ce que vous avez à dire? D'abord, qui lui a dit que les Bafouleros disent que les Banyamulenge ne sont pas congolais? Je vous donne un exemple. Il y a un Moufouler encore en vie. Il a 100 ans. Il porte mon nom, Rouberois. Il est à Ouvira. N'est-ce pas? Et il vit encore. Sa maman est Munyamulenge. Et sa maman qui est Munyamulenge a des arrière-grands-pères qui sur le sol congolais. Et donc, ce n'est pas des bafouleros, ça c'est le discours des extrémistes. Il a ramassé un mouflero extrémiste qu'il a pris comme un ami, et alors il chante partout comme quelqu'un qui manque de raison. Ce n'est pas en 2026 qu'un leader congolais qui connaît l'histoire du pays, qui connaît la loi du pays, parce que finalement, M. Stanislas, la nationalité, c'est quoi? Quand vous dites tel est étranger, mais c'est votre allégeance au pays, c'est votre lien juridique avec le pays, c'est le lien juridique. Qu'est-ce que vous faites de tous ces militaires Banyamulenge qui combattent au sein de l'armée? Qu'est-ce que vous faites de ministres, de députés et d'autres? Et donc, c'est une insulte au peuple Banyamulenge. Il devrait retirer ses propos, sinon l'histoire les jugera, et même Dieu les jugera sévèrement. Est-ce que cette communauté a des revendications particulières, Azarias Rouberois? Les revendications identitaires sont réelles. Elles étaient résolues au niveau de Sun City et pendant 20 ans, comment dirais-je, sous le règne de Kabila et au début du règne du président Tshisekedi, vous n'avez pas entendu ce genre de discours, ni la haine s'émouvoir comme si on veut asphyxier les gens, comme si on veut jeter les gens dans le fleuve. Donc, à cause de Sun City, beaucoup de ces discours de haine avaient disparu, surtout les débats sur la nationalité. Maintenant, je ne sais pour quelle raison, l'identité est certes réglée dans la Constitution, mais lorsque vous voyez des gens dans les rues à Kinshasa, dans les bus, dans les taxis ou dans l'avion, il suffit de voir un faciès Munyamulenge ou Tutsi congolais. Non, il est étranger. Vous avez des Ouest-Africains qui en ont payé les frais, et même d'autres communautés d'ailleurs congolaises, des Baluba et d'autres que je connais, qui ont eu ce faciès. Vous avez le bonheur d'avoir ce faciès. Je ne dirais pas le malheur parce que c'est mon faciès. Mais vous payez le plus grand prix. Alors, les revendications, c'est quoi? De un, il faut, si vous voulez, reconnaître, respecter la Constitution. Quand on dit qu'il faut respecter les lois de la République, c'est de ça qu'il s'agit. Deux, il faut punir quiconque tient un discours de haine qui fait la division. Des gens comme Fayoulou, c'est des séparatistes. Donc, ils créent la division au sein de la nation. Il faut les punir par la loi. Et notre loi, dans le code pénal, il y est puni le racisme et le tribalisme. Les gens ne le savent pas. Il faut punir. Mais toi, il y a un problème de sécurité de plus en plus. On en parlait avec le chapitre de Minembwe. Et donc, je pense que lorsque des groupes armés se coalisent contre une population congolaise, on a vu ça dans les Bandundu récemment, on a connu les Enyelé à l'Équateur, on a connu les Kamwena Sampou au Kasaï, on a vu comment tous les pays s'est mobilisés. Pourquoi lorsque les Maï-Maï attaquent les Banyamulenge, l'armée congolaise au départ s'allie
comprenait très bien à la population et tolère même la présence du groupe d'autodéfense et fait des actions contre ces groupes armés, vous pouvez m'expliquer comment ces groupes armés aujourd'hui, de façon purifiée, deviennent des alliés du gouvernement contre cette même population. Donc il y a un problème de sécurité. Vous avez quoi? C'est un peuple d'éleveurs. Savez-vous que 500 000 têtes de bétail ont disparu avec ces maïmaïs qui reviennent encore à Minembwe aujourd'hui? Savez-vous combien de gens sont morts? Donc, je pense que les Banyamulenge ne demandent pas, et les Tutsis congolais du Nord Kivu, autre chose que la paix, autre chose que la sécurité physique, autre chose que la non-discrimination, autre chose que le rejet de la haine et la punition de la haine et la reconnaissance des droits tels qu'ils sont mentionnés dans la Constitution et les lois de la République. Alors, je voulais vous proposer, Azaria Souroberwa, d'écouter un peu ce que disait le président Tshisekedi au sujet, effectivement, de la communauté Banyamulenge. Je suis seul, si pas le premier, en tout cas, président de la République démocratique du Congo, à avoir dit haut et fort, en parlant de Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc, j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir. De fallacieux prétexte d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a fabriqué. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer les Tutsis pour dire, ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger. Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort. Voilà, ce propos de Félix Tshisekedi, même si ça date de février 2024, le président continue de maintenir cette même ligne. Est-ce que ce sont quand même des propos qui vous rassurent, Azaria Souroberwa? Absolument, je suis honnête, vous me connaissez très bien. Là, il a reconnu ce que la Constitution dit, les Banyamulenge sont congolais. Au demeurant, on ne devrait pas l'attendre de quelqu'un, parce que Moulouba et Mungala et Moubembe et Mouzomba, c'est pas moi, ils n'ont pas besoin que le chef de l'État, à tout moment, vienne dire non, 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 les Bangalas sont congolais. Donc, ça va de soi. Mais je salue ce propos parce que, justement, il s'adresse, et c'est ça l'intérêt de votre question, il s'adresse, quand il dit « j'en ai marre » ou « j'en ai assez », et c'est par rapport aux faits dans la société. Donc, quand vous lisez, et même quand vous lirez, ayez le courage de lire les propos qui vont venir dans les commentaires après cette interview, vous pouvez vous imaginer le venin, le degré du venin qui a été inoculé dans la population congolaise et au pays et dans la diaspora. Donc, on a pris les Banyamulenge comme l'ennemi numéro un. On ne distingue même pas ceux qui font la guerre et ceux qui ne font pas la guerre des paisibles citoyens. Donc, on le prend comme l'ennemi numéro un et c'est quelqu'un à battre. À la rigueur, si vous croyez, si vous rencontrez telle personne dans l'école ou sur la rue, alors sachez que c'est l'ennemi du coup. C'est ça l'idéologie. Et quand on parle de l'idéologie génocidaire, c'est quoi? C'est une idéologie qui est inoculée dans les esprits pour considérer que ce peuple n'a pas sa place ici. Et il faut le faire disparaître. Le président a eu le courage de le dire, a condamné, et absolument, il faut le noter positivement. Maintenant, mon problème, une fois qu'un chef d'État a dit ça, d'où vient, je suppose, il le dit, en application de la Constitution.
D'où viennent des propos du genre Fayoulou? Fayoulou, lui, c'est qui pour se permettre de juger toute une communauté? C'est qui? Et d'autres qui lui ressemblent, qui sont par-ci, par-là. Donc, Alors, je pense que la paix et la réconciliation ont un prix. Et le prix à payer pour que nous tous, nous puissions vivre ensemble et développer ce beau pays que Dieu nous a donné, le rendre prospère, c'est de respecter les textes, respecter les droits humains. On ne demande pas une compassion, une pitié. Il ne s'agit pas de ça. C'est une question de droit. Lisez la Constitution, lisez les lois, lisez les textes internationaux et vous verrez que on ne demande pas quelque chose d'extraordinaire. On n'a même pas besoin d'un statut particulier. Donc, c'est les droits de l'homme et rien que les droits de l'homme. Mais Azarès Roubera, comment expliquez-vous que cette communauté, vous l'avez dit, reconnue congolaise d'origine par la Constitution, continue d'être régulièrement suspectée de connivence avec le Rwanda ou les M23? Qu'est-ce qui alimente, selon vous, cette défiance persistante? J'avais l'intention de vous dire, suggérez-moi la réponse. Moi, je suis comme victime. Ou du moins je suis du côté des victimes. Non, le problème est simple. C'est lorsque vous avez des gens comme Fayoulou, qui est un leader d'opinion. Fayoulou, je vous ai dit, qui vient des Bambala, qui sont arrivés à 1891. Allez lire dès qu'on aura fini. Vous trouverez qu'ils sont arrivés au Congo venant de l'Angola, et même avant l'Angola, il est dit qu'ils sont venus de l'Afrique du Nord. Alors, c'est en 1891, c'est la date qui est mentionnée. Maintenant, lorsque ces gens, il suffit qu'ils soient 10, 50, ils propagent les mensonges, c'est comme ça qu'ils marchent. Et donc, c'est des propos haineux. Tant qu'ils ne seront pas punis, il y aura toujours des suspicions. Parce que, bon, il y a la source. Mais tous ces pays du monde, vous êtes aux États-Unis comme moi ici, vous imaginez s'il n'y avait pas la force de la loi, c'est que ce seraient les Noirs américains ici, même si les problèmes ne sont pas finis, c'est que ce seraient même les Asiatiques ou je ne sais pas moi, les gens de l'Amérique latine et tout. C'est la loi, la force de la loi. Notre pays souffre de ça. Je suis juriste, vous le savez. Une chose, c'est d'avoir la loi, une autre chose, c'est de l'appliquer. Et donc, la suspicion, écoutez-moi très bien. Nanga, qui préside aux destinées de l'AFC, il est de la province de Haut-Touélé. Avez-vous déjà vu son village bombardé? Bissimwa, qui est numéro 2 de l'AFC, il est mouché. Vous n'avez pas de bâches dans toutes les institutions, jusqu'au sommet de certaines institutions. Ce sont des bâches. Tu connais le nombre de bâches qui sont dans ce mouvement-là? Des Bafouleurs, il y en a, des Babembi, il y en a, mais aussi des gens des autres provinces. Il y a des Balouba du Kasaï. Le porte-parole vient d'où? Mais pourquoi est-ce qu'eux ne sont pas suspectés? C'est pour ça que je me permets d'évoquer le concept de racisme. Le propos de Fayoulou doivent être condamnés par les religieux, les non-religieux et même les athées. Parce que c'est un venin qui vise à diviser. Il ne l'a pas dit la première fois, il a dit la énième fois, et d'autres personnes qui sont comme lui. S'il continue, et vous allez dire, nous en appelons à la fin de la guerre avec ça. Pourquoi? Pour que quelqu'un comme lui dirige le pays et fasse quoi? Tue les gens? Vous voyez avec quel mépris il dit, ça ne me dit rien que ces gens meurent ou pas. Un humain peut dire ça. Donc, la suspicion demeurera tant que la cause qui est la haine est inoculée impunément dans les esprits des Congolais. Nous sommes un grand peuple, écoutez, nous sommes un grand peuple. Nous avons eu des grands dirigeants, à commencer par Lumumba, Kasavubu, qui n'avaient pas cet art. Vous savez que l'un des premiers présidents de l'Assemblée nationale du Congo, c'était un Hutu du Nord Kivu. Vous avez un ancien ministre du commerce dans le gouvernement de Lumumba. Il venait d'où? Du Nord Kivu.
Donc, vous avez le roi Kabouba et consorts. Alors, moi, je suis né dans la rébellion parce qu'il y a des gens, et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je suis né dans la rébellion de 64, au niveau des hauts plateaux. Maintenant, à Rouguez, précisément, parce qu'il y a un autre, comment dirais-je, un alphabet intellectuel de Cameroun qui a dit Rouguezi, c'est pas au Congo, comme s'il y a été. Interroger les axes des bombardements qui accèdent à Minembwe Centre, on va vous parler de Rouguezi. Ça a été cité plusieurs fois. Mais toutes ces conneries-là, nous allons les léguer aux enfants et aux petits-enfants, vraiment, comme si nous n'avons pas d'intellectuels et même des hommes non intellectuels, raisonnables, réfléchis, qui peuvent définitivement faire taire les armes et faire taire, comment dirais-je, cette haine ethnique punie par la loi. Je pense qu'il faut un saut vers l'avant. Nous avons tourné la page à Sam City. Nous devons tourner la page encore aujourd'hui. C'est pour ça que j'en appelle à la paix, et à la paix des braves. La paix des braves, ce n'est pas une paix hypocrite ou une paix en attendant que j'ai plus d'armes, plus de munitions ou plus de troupes pour attaquer l'autre. Non. La paix fondamentale passe par la tolérance, l'acceptation de l'autre. Et bien sûr, des revendications légitimes. Je ne pose pas d'autres questions. Nous aurons peut-être une autre émission sur d'autres matières, dialogue ou pas. Mais ici, nous sommes dans les fondamentaux de la paix et même de la justice. La justice, c'est pas seulement ce concept judiciaire, non. Rendons-nous justice, c'est aussi ces gens ont droit à la justice, à être traités de façon juste. Alors, Azares Rouberois, puisqu'on parle effectivement de cette situation, notamment sécuritaire dans la partie Est, comment parvenir à la paix aujourd'hui perturbée dans la partie Est avec l'occupation de Goma, Bukavu et bien d'autres parties du territoire national par la rébellion AFC M23? Il n'y a pas deux façons de faire il n'y a pas plus de deux façons de faire la paix, mon ami. Où une partie impose la paix par la guerre, et cette guerre peut durer le plus longtemps possible jusqu'à arriver à la fin. Et là, c'est l'histoire de Laurent Désiré Kabila qui a conduit des troupes pendant 7 mois d'Ouvira justement jusqu'à Kinshasa. Il a imposé la paix par la guerre. La deuxième façon, c'est par les négociations, et c'est ça la deuxième guerre. On l'a vécu, c'est pas de la faiblesse. Donc, moi, comme observateur intéressé, je ne peux pas souhaiter la paix par la guerre, parce que ça signifie plus de gens qui vont mourir, mais aussi une longue durée de souffrance, de qui que ce soit, de tout le peuple congolais par lequel va passer cette guerre-là. Ça, c'est la première chose. Je soutiens donc la paix par les négociations. Et voilà le problème. Nous avons le gouvernement qui négocie avec le groupe armé AFC M23 et Twirwaneho. Ils tiennent des négociations à l'infini. Ce n'est pas normal. Quand on négocie, on a un agenda. On se dit dans 6 mois, on doit signer un accord de paix. Même de cesser le feu, c'est mal négocié quand je vois ça. Alors, mais vous avez de deux côtés, c'est ma lecture en tout cas, des personnes qui ne sont pas pressées. Et évidemment, quand vous écoutez ce que les gens qui sont à Goma disent, ils vont vous parler des milliers de gens, des prisonniers qu'ils ont envoyés vers Kinshasa ou qu'ils ont libérés, et une quinzaine de gens seulement sur 700 qu'ils ont réclamés. Non, il faut de la bonne foi. Il faut de la bonne foi. Mais écoutez, même s'ils arrivaient à signer un accord de paix entre eux, les problèmes du Congo aujourd'hui ont une dimension politique énorme. Et c'est ça le sens du dialogue qui est appelé. Je pense qu'il faut que le chef de l'État, le président de la République, s'accommode
à la logique de la paix. Parce que c'est lui, il n'y a pas de chef d'État aujourd'hui. C'est lui. Même ceux qui sont à l'Est, ils sont sur le territoire dont le président international est connu, c'est Félix Tshisekedi. Alors, il a plus de responsabilités que quiconque. Vous ne vous imaginez pas gérer un pays toujours en guerre. Là, on lit quoi dans le chef du gouvernement? Un problème d'incapacité de faire la paix. Il y a des gens qui sont bons pour faire la paix, mais qui sont incapables de faire pour la guerre, mais qui sont incapables de faire la paix. Je pense qu'il doit résolument, au-delà de tous ces conseillers que nous connaissons, que nous avons vécu, qui vous racontent n'importe quoi, militaire ou civil, il doit décider de faire la paix et aller vers un dialogue véritablement inclusif. C'est ce dialogue-là qui peut décanter la situation. On l'a vu dans le passé. Donc, mais si les choses restent en l'état, où il n'y a pas de responsable, le leitmotiv n'est pas bien connu, les débats vont dans tous les sens, c'est dans la rue finalement. Non, non, il y a des paramètres pour un pays qui veut sortir de la crise, qui veut sortir d'un conflit armé. Mais pour faire la paix, le président Tshisekedi dit il faut d'abord se mettre ensemble pour mettre l'ennemi qui agresse le pays dehors, c'est-à-dire mettre fin à l'agression rwandaise. Comment faire la paix avec des militaires rwandais au Congo? Comment faire la paix alors que des militaires rwandais continuent d'appuyer militairement l'AFC-M23? Non, non, ce raisonnement ne vous conduit pas à la solution finale. Moi, je parle du passé. Rien n'empêche d'ailleurs la RDC de discuter avec le Rwanda. Pour quelles raisons? Parce qu'on a vu dans le passé, la RDC signé un accord de paix avec le Rwanda à Pretoria. Il a signé un accord de paix avec l'Ouganda. Vous parlez moins de l'Ouganda. L'Ouganda a des troupes chez nous, vous le savez très bien. Donc, nous parlons des Congolais. Les choses se compliquent lorsqu'on fait un mixage dans les raisonnements. Nous parlons des Congolais d'abord. Mais la direction vers la diplomatie des pays de bon voisinage, les voies existent. Il n'y a rien à inventer dans ce conflit. Donc, il existe des voies pour faire la paix à l'interne et il faut avoir la réconciliation. Et ça écoutez, j'entends déjà dire nous faisons la paix avec ceux qui, comment dirais-je, ceux qui sont le type de front dont tu parles. Mais ça n'a pas de sens. Même Jésus l'a dit, faites la paix avec votre ennemi, aimez votre ennemi. Si vous aimez quelqu'un qui vous aime, mais tout le monde le fait. Mais si vous mettez à l'écart de la table les gens que vous considérez comme vous posant problème, vous faites la paix avec qui? Vous dialoguez avec qui? Avec vos copains? Avec ceux qui vous soutiennent? Avec qui? Les modérés? Mais il faut aller vers également les gens qui vous contredisent, les gens qui ont pris des armes, les gens comme l'ancien président, ça a été dit à plus d'un égard, Joseph Kabila, qui a conduit le pays. Vous pensez qu'après 18 ans, cet homme n'a rien à dire devant une table de négociation? Donc l'humilité, elle est... Ouais, mais Kinshasa considère que Kabila est devenu aujourd'hui le problème. Justement, c'est plus dans la conception. Si moi j'étais Kinshasa et que j'avais cette conception sur Kabila, ce serait une raison fondamentale de l'appeler au dialogue. Autrement, je fais la paix avec qui? Je fais la paix avec ceux qui sont à Kinshasa? Qu'est-ce que vous faites de tous ces leaders qui sont en exil? Vous en faites quoi? Donc, de quoi on parle, Stanislas? Et vous avez vu que Kabila, votre ancien allié de la transition, chef de la plateforme politique FCC, dont vous êtes membre même, il est condamné à mort par contumace et présenté comme un soutien de l'AFC M23. Cette condamnation pour vous est-elle un acte de justice, un règlement des comptes politiques? La procédure vous paraît-elle régulière? Je vous ai répondu dans une autre interview passée sur Jeune Afrique. Mais écoutez, d'abord, pour tout dire,
le président Kabila, pendant la transition, n'était pas nécessairement un allié. Nous avons eu des divergences fondamentales, approcher ceux qui étaient au gouvernement de transition. Mais ça ne m'a pas empêché, avec le temps, de comprendre que on peut se serrer la main et faire route ensemble. C'est ça la grandeur. Maintenant, vous parlez de sa condamnation, vous ne parlez pas du fait qu'il a échappé, si vous voulez, à Goma. L'enquête est en cours, je suppose, de l'abattage par drone. Vous ne parlez pas du fait qu'il est en dehors du pays, ou même quand il va à Goma, parce qu'il ne peut pas mettre pied à Lubumbashi, à Kinshasa. C'est un long débat. Je vous ai invité vers un autre débat. Maintenant, s'il est condamné, plutôt s'il est sanctionné du fait d'être proche, selon le gouvernement américain, qu'il est proche de gens de Goma, mais aussi qu'il a été condamné à mort, c'est ça votre question. Moi, je pense que nous sommes... Je n'étais pas dans ce procès, mais je connais la procédure pénale. Et ce n'est pas le moment d'étaler mes connaissances. Ce procès est irrégulier sur le plan de la forme, et les raisons existent, je les ai mentionnées précédemment, mais également sur le plan de fond. Vous et moi et tous les autres qui ont suivi, parce que le procès était public, on n'a pas vu de preuves annoncées par les avocats de la République. Ils ont dit, nous allons amener des témoins, nous allons amener des preuves de financement. Moi, je n'en ai pas vu, tu n'en as pas vu, ni quelqu'un d'autre. Donc, ça a été, comment dirais-je, effectivement un règlement des comptes. N'oubliez pas que la naissance du pouvoir en 2018 était basée sur un accord. Et cet accord a été rompu. C'était pas basé sur la volonté du peuple? La volonté du peuple suivie d'un accord, bien sûr. Alors, vous avez par la suite la situation qui a prévalu et qui a conduit à la rupture. Et après la rupture, évidemment, la situation s'est empirée, empoisonnée même. Donc, moi, je pense que ce n'est pas faux de dire qu'il y a eu règlement des comptes. Ce n'est pas faux de le dire. Sinon, le procès aurait manifesté la vérité. C'est ça le sens d'un procès, en fait. C'est la manifestation de la vérité. Et je pense que malgré tout cela, et je l'ai dit précédemment, ce procès politique, par essence, on a connu des procès politiques. Vous étiez jeune, vous n'étiez pas encore né, mais il y a eu des gens qui ont été condamnés pour n'avoir rien fait, qui ont été exécutés sous le régime de Mobutu. Vous connaissez l'histoire. Donc un procès politique peut toujours exister. On peut me faire un procès politique sur base de cette interview. Les gens qui ne sont pas contents peuvent s'imaginer que j'aurais dû ne pas dire ceci ou cela. Bon, mais la grandeur d'une nation, je reviens sur la RDC comme une grande nation qui doit, si vous voulez, illuminer l'Afrique. Nous avons assez exceptionnellement la présence dans SADC, dans EAC, dans CEAC. Donc, on a la conférence de pays des Grands Lacs, au moins 5-6 organisations régionales. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la RDC, par ses leaders, mais aussi par son peuple, doit qui est la locomotive du reste de l'Afrique. Et par bonheur, Dieu a déposé dans toutes ces richesses extraordinaires et un peuple extraordinaire, plus de 110 millions de personnes. Donc le leadership ici compte énormément. La démocratie compte. Ce n'est pas l'occasion de changer la constitution, d'en appeler au troisième mandat. Moi, j'étais dans l'opposition en 2015-2016, du reste depuis 2006. J'ai vu des délégations des envoyés spéciaux américains, je pense qu'ils vont suivre cette interview, qui ont fait pression, à tort ou à raison, sur le président Kabila et son régime pour dire pas de troisième mandat, pas question de changer la constitution. L'UDPS était
Mais Azarias Roubera, on ne vous a pas saisi, vous disiez l'IDPS était, et ça a coupé là. l'UDPS et nous tous ensemble, on était dans la même logique d'obtenir que le régime en place ne puisse pas changer la constitution ni avoir le troisième mandat. C'est de l'histoire récente, il y a 10 ans. Aujourd'hui, je me dis, mais où sont passés ces envoyés spéciaux? L'Union européenne a fait combien de communiqués pour empêcher Kabila à avoir le troisième mandat? Et donc, quand nous parlons de la nation, Stanislas, Mais- on ne parle pas des individus, des personnes. Nous sommes peu, nous passerons. Mais aujourd'hui, effectivement, Azarias Roubera, vous qui êtes l'un des architectes de la Constitution de 2006, quand vous entendez le président Tshisekedi déclarer qu'il pourrait rester au pouvoir si le peuple le veut, qu'est-ce que cela vous fait? Justement, d'abord, cette volonté-là est anticonstitutionnelle. Lorsqu'il dit ça, il exprime un vœu anticonstitutionnel. Le peuple a décidé. Et vous savez que ces dispositions de l'article 20 sont, comment dirais-je, c'est un peu notre fruit interdit. Regardez la cohérence, monsieur le journaliste. À côté de deux mandats, qu'est-ce qu'il y a qu'on ne peut pas raisonnablement changer? On dit qu'il ne faut pas changer la forme républicaine de notre pays. Et donc, qui peut se lever aujourd'hui et dire non, nous sommes un empire, un peu comme Bokassa, on va le prendre pour un fou, ou nous sommes un royaume comme au Maroc? Qui veut? L'autre chose qui est dite dans cette constitution, parmi les formes de l'État, et donc c'est si vous voulez, les pouvoirs des provinces qui veut nous ramener aujourd'hui dans un régime centralisé où pour faire un pont sur Kalima Beng à Ouvira, il faut nécessairement le pouvoir de Kinshasa. Ce qui nous retarde dans la pauvreté, c'est quoi? C'est aussi cette affaire de ne pas mettre en œuvre la Constitution dans le sens de donner de fonds, 10% du budget national pour, si vous voulez, recettes à caractère national, doivent aller dans les provinces. Et c'est ça le sens de la caisse de péréquation. Mais aujourd'hui, elle ne fonctionne pas, on ne donne rien, on donne très peu. Donc, je pense que la Constitution telle qu'elle a été conçue devait nous sortir aujourd'hui de la pauvreté. Mais si au-delà de la pauvreté, on y ajoute des crises de démocratie parce qu'on veut le troisième et le quatrième mandat, là, c'est aller contre la volonté du peuple qui s'est exprimé en disant « vous mangerez tous les fruits de ce champ, de ce jardin, sauf à ces fruits-là, sauf à cet article-là ». C'est une façon imagée, mais c'est comme ça. Donc le président, je l'invite parce qu'il suivra certainement cette interview, le président de la République, qui s'est toujours voulu démocrate, ne peut pas aller, si vous voulez, dans le sens du troisième mandat. Ne peut pas aller dans le sens de changer la Constitution, sinon c'est enfreindre la loi, et vous connaissez la conséquence d'enfreindre la loi fondamentale. C'est comme ça que les gens en appellent à l'article 64. On n'a pas besoin de cris de légitimité encore. Hassan Siti, comment dirais-je, le Palou avec son président, insistait pour dire nous avons perdu la légitimité en 60 avec la mort de Lumumba. Nous devons aller à la légitimité en organisant les élections multipartistes. On a suivi d'une manière ou d'une autre. Mais quand j'entends aujourd'hui même les gens de Palou dire oui, il faut casser la Constitution, ça n'a aucun sens. Donc, on ne parle pas des questions de l'État et de la nation pour faire plaisir, par hypocrisie, pour avoir un avantage, pour se faire applaudir. Non, 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 non. C'est des questions de principe. Cette nation va se relever et va prospérer grâce aux principes de démocratie, de bonne gouvernance et de justice à tous. Mais vous avez suivi le président et ses partisans qui évoquent une constitution rédigée par des étrangers et des personnes sales avec, disons, dans leurs mains, une constitution pour calmer les belligérants. En quoi ont-ils tort, Azarias Roubera? Ils ont totalement tort sur toute la ligne. Si tu me donnes le temps, je peux le démontrer. D'abord, parce qu'au niveau de San City, l'UDPS, notre allié, c'est mon allié, c'est notre allié et je m'en prévaudrai tous les jours.
parce que lorsque le dialogue était bloqué par le PPRD, ou plutôt le PPRD n'était même pas encore né, c'était la partie gouvernementale, et le MLC de Jean-Pierre Bemba, ils sont allés à Matadi confectionner une constitution, heureusement qui n'a jamais marché, où le président Kabila devenait président, Jean-Pierre Bemba devenait Premier ministre. C'est avec l'UDPS que nous avons sauvé le dialogue. On a parcouru le monde entier, on a vu, j'ai encore en mémoire toutes ces réunions-là. Et donc, qu'est-ce que nous a produit Sun City, en un mot? C'est un nouvel ordre politique, concrétisé par quoi? Par la constitution de la Troisième République. Lisez bien l'accord de Sun City, lisez bien les négociations. Donc, l'UDPS, qui est au pouvoir aujourd'hui, a participé au dialogue intercongolais en vue de la Troisième République. Et nous avons décidé qu'à l'issue des négociations, il y aura une constitution au-delà de celle de la transition. C'est celle-là que nous avons entre les mains. Ça, c'est de un. Donc, ils ne peuvent pas dire ça concerne les autres, à part les insultes, bien sûr, mais pas nous. Non, 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 non. Ils sont co-auteurs à 100% de l'ordre politique nouveau que nous avons à travers cette constitution. Mais deuxième chose, si vraiment le pouvoir de la constitution ou que consacre la constitution était fait pour les belligérants, donnez-moi le nom du président actuel, est-il belligérant? Alors pourquoi cette constitution n'a pas aidé l'un des belligérants aujourd'hui à être président de la RDC? C'est quoi cette affaire? Vous prenez les avantages sans prendre les inconvénients? Alors, troisième chose, ce langage des étrangers qui ont fait la Constitution, qui ont les sang sur leurs mains, c'est des insultes qu'il faut éviter, même comme membre d'un parti politique qui est au pouvoir. Regardez autour du président. Autour du président, dois-je citer le nom? Vous avez des personnalités qui ont négocié, qui ont conçu. Jean-Pierre Bemba, c'est mon collègue vice-président. Nous avons levé des options ensemble. Est-il congolais ou pas? Jean-Pierre Bemba a des sangs sur les mains? Vous voulez me raconter? Alors, allez au niveau du Sénat. Vous n'avez pas Katintima qui est, comment dirais-je, vice-président du Sénat? Il était du RCD. A-t-il les sangs sur les mains? Je peux aller, même Mbosso, plus tard, Mbosso est devenu membre du RCD. De quoi on parle? Même les leaders de l'Union sacrée, les André Mbata, les Edjiba, mais ce sont les membres de mon parti. On a siégé ensemble, ils ont siégé à l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'il faut dédramatiser tous ces discours-là. Non, la constitution que nous avons n'émane pas des personnes qui ont le sang sur leurs mains, n'émane pas des étrangers. Tout cela, d'une manière ou d'une autre, ont contribué ou à la conception, à la discussion, à l'élaboration, même à la campagne en vue de l'adoption de la nouvelle constitution. Donc vous voyez que ça s'écroule, ces gens de théorie. Donc nous avons l'une des belles constitutions que le pays n'a jamais connues. J'ai toujours dit, il y a eu celle-là, il y a eu celle de la conférence nationale, encore que le fameux Fayoulou s'y est référé malencontreusement, il ne comprend même pas de quoi il s'agit. Il saute la constitution actuelle, il va se référer sans comprendre de quoi il parle aux travaux de la conférence nationale de 92. Cette conférence était... Rendez-vous compte que si on avait mis en place la constitution de 92 ou de 64 de Louabou, le pays serait fédéral. Aujourd'hui, on parlerait de la République fédérale du Congo comme le Nigeria, comme l'Éthiopie. C'est sur deux belles constitutions. Les autres, c'est des papiers que Mobutu faisait faire, si vous voulez, sous la Deuxième République, sous le leadership d'un parti unique. C'est la constitution de 64, de 92 et de 2006. Et la constitution de 2006 a tenu compte des circonstances du moment, bien sûr, mais de l'histoire du pays. On a eu tous les gens qui étaient en 60, en 64, et toute cette nouvelle génération. Donc, on ne va quand même pas à chaque fois revenir à la case de départ parce que telle personne... Et si demain, après un autre mandat,
un autre président venait et racontait aussi son histoire. C'est la constitution de tel. On va trouver des qualifications. Le pouvoir estime qu'il faut adapter la constitution de 2006 aux réalités actuelles. Non, 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 non. Mensonge. Il n'y a pas adapté cette constitution aux réalités actuelles en allant vers le troisième mandat. Non, ça n'a rien à voir. D'abord, il y a beaucoup d'innovations dans cette constitution. Maintenant, que tu me dises qu'une constitution est amendable, absolument. Si on pense qu'il y a un article par le 220 qui pose problème, ça s'est déjà fait d'ailleurs en 2011. On avait l'élection à 2 tours, on est allé à 1 tour. Ce n'était pas la fin du monde. Mais il y a de questions interdites. Le leader de la RDC aujourd'hui, Félix, doit se dire il m'est interdit de changer la constitution en vue d'un troisième mandat, ainsi de suite. C'est comme ça. Et s'il le dit, s'il est convaincu de ça, et un démocrate devrait l'être, ici où nous sommes avec toi, le président fait de jokes, de blagues, de troisième mandat, mais personne ne prend ça au sérieux parce que c'est inconcevable. C'est ça le sens de la Constitution. Mais seulement Félix Tshisekedi fait face à un pays en guerre et il a déclaré, vous avez suivi, que dans les conditions actuelles, il ne sait pas organiser les élections en 2028. Écoutez, on peut toujours trouver des raisons. En 2016, pourquoi on n'a pas organisé les élections? Est-ce que c'est parce qu'il y avait la guerre? Donc, si quelqu'un veut ne pas organiser les élections, il va trouver des raisons. Ça, c'est de un. Mais de deux, les élections passées, y avait-il la guerre ou pas? Il y avait la guerre. Ouais, mais Goma et Bukavu n'étaient pas encore sous le contrôle de l'AF-23 soutenu par le Rwanda. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas. Toi, tu m'as coupé la parole. Allez-y. Tu me permets de te tutoyer ou de vous voyez comment. Allez-y. Ça me semble. Troisième chose, justement, nous aurons les élections en décembre 2028. Franchement, vous pensez qu'ici, à la volonté politique, on ne peut pas mettre fin à la guerre et organiser les élections? Comment est-ce qu'on peut dire en 2000, encore qu'il n'a pas dit aujourd'hui, ça fait déjà quelques mois, comment on peut dire que je ne saurais pas mettre fin à la guerre d'ici fin 2028? Est-ce que c'est concevable ça? Non. S'il y met du sien, la guerre peut se terminer, vous savez, dans 3 mois, dans 4 mois. Alors, aujourd'hui, le budget, on nous parle d'un budget de 16 milliards, ce qui est une très bonne chose. Mais encore, souvent, on refuse ou on omet de mentionner que c'est essentiellement à cause du code minier de 2018 qui a pratiquement sonné le départ de Kabila. Mais si vous avez tout cet argent et que vous mettez fin à la guerre, c'est pas 1 milliard ou 1,5 milliard d'organiser les élections qui va manquer. Même si vous dites chaque année on va mettre 500 millions à côté, vous aurez l'argent pour faire les élections. Donc ici, j'insinue le fait que ça soit la fin de la guerre, que ça soit, comment dirais-je, la fin de la guerre ou l'organisation des élections, c'est la volonté politique. Le mot clé, c'est ça. Là où il y a la volonté politique, des miracles s'opèrent. Mais là, ce n'est même pas des miracles. C'est dans l'ordre des choses. Si Tshisekedi doit respecter la Constitution, parce que évidemment, il est obligé de respecter la Constitution, mais ce que fait l'AF-23 dans la partie est du pays, prendre les armes, ce n'est pas prévu par la Constitution, non, Azaria Chourbérois? Écoutez, je ne suis pas membre de l'AFC M23. Ils ont des raisons pour lesquelles ils ont pris des armes. Les unes, je les ai décrites. Mais ce qui a salué, c'est que le gouvernement, qui a longtemps dit « je ne les rencontrerai pas », a fini par comprendre que celui qui prend les armes, qu'il ait raison ou pas, vous ne le saurez qu'autour de la table. Et c'est ça Doha, c'est ça Genève aujourd'hui. Donc, on parle de quelque chose qui est en cours, mais qui doit être clôturé.
Il ne faut pas donner de prétexte à quiconque prend des armes, justement. Mais il faut faire la paix. Il faut rencontrer les revendications légitimes. C'est important. Voilà. Azarias Roubera, juste 2 minutes. À tous les auditeurs, juste 2 minutes. Je suis en train de fixer un souci technique avec moi. Azarias Roubera, ne quittez pas. Je fixe juste un problème technique avec mon appareil et je vous reviens dans 2 minutes. Azarias Roubera, vous êtes avec nous? Vous pouvez juste ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Azarias Roubera, vous êtes avec nous? Ouvrez juste votre micro, s'il vous plaît. Il y a votre micro qui reste fermé. Je peux bien le voir. Si vous pouvez juste ouvrir le micro. On va prendre rapidement quelques maximum. On va prendre juste 3 questions des auditeurs parce que il y a une contrainte technique avec moi, en tout cas de mon côté. Je ne sais pas ce soir prendre tout le monde. On va juste prendre 3 personnes parce que moi, de mon côté, j'ai un souci technique. Azarias Roubera, vous êtes avec nous? Je suis là. Merci beaucoup, Azarias Roubera. J'insiste, on va prendre juste 3 questions. Il y a un problème technique de mon côté. Donc, on va prendre une dame et puis on va prendre... je suis en train de chercher Azarias Roubera. Il y a plusieurs demandes de parole. Je suis en train de chercher qui donnait la parole efficacement pour des questions précises. Je vais déjà commencer avec Élisée Odia. Élisée Odia, vous avez une question à poser à notre invité. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on m'entend? On vous reçoit très bien. Madame. Bonsoir Stani, très heureuse de participer à ce space. Merci de nous permettre, de nous donner cette occasion d'entendre aussi des personnes qu'on a entendues il y a bien longtemps et je vous remercie pour ça. Comme vous l'avez dit, j'ai quelques questions de précision. C'est vrai que j'ai pris les spaces un peu en cours. Peut-être qu'il y a d'autres questions qui ont déjà qui ont été abordées par l'invité de ce soir, mais peut-être qu'il nous fera cet honneur d'y répondre. Déjà au début, surtout par rapport, moi, quand je vous... Bonsoir, Monsieur Roubera aussi, merci Madame, bonsoir. de vous prêter à ce jeu ou de questions, à ce jeu d'écoute. Mais la question qui me taraude souvent l'esprit, et peut-être beaucoup d'entre nous, c'est de savoir, vous, actuellement, vous n'êtes pas, par exemple, membre de la FCM 23, mais comment expliquer que toute j'allais dire les guerres qui sévissent dans la partie est de la République démocratique du Congo depuis 30 ans soient l'effet, pour certains, d'une seule communauté. D'après vous, c'est dû à quoi? Comment expliquer que c'est souvent la même communauté qui revient, qui est dans les revendications et comme dit certains, alors que nous sommes là, c'est plus de 400 tribus ici, pourquoi c'est toujours une seule communauté qui aujourd'hui est au cœur des différentes guerres et à qui on dit qu'il est peut-être la branche armée ou le cheval de Troie du Rwanda ici en République démocratique du Congo? Et vous parliez de l'UDPS et j'avais besoin de quelques précisions. Vous avez dit l'UDPS est co-auteur de la Constitution, mais certains risquent de vous dire, écoutez, l'UDPS a demandé, et nous, je crois qu'on était déjà nés, un peu plus grands d'ailleurs, on a entendu le Sphinx à l'époque, en tout cas le président Étienne Tshisekedi à l'époque, demander à ce qu'on ne puisse pas voter cette Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne leur donne pas le droit justement de balayer cette constitution, j'allais dire d'un revers de la main, mais bon, en tout cas, de remettre en question cette constitution, d'autant plus que le président de l'époque de l'UDPS avait toujours demandé à voter non contre cette constitution et avait dit qu'arrivé au pouvoir, ils changeront la constitution. Vous avez parlé de certains membres de l'AFC et certaines personnalités aujourd'hui au pouvoir, mais qui étaient dans votre parti, notamment l'ancien président de la Chambre basse du Parlement, Mbosso, qui était membre du RCD selon vous, et bien d'autres d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, pour quelqu'un comme Mbosso, ça lui confère une certaine légitimité d'avoir dit à une certaine époque quitter le groupe armé, justement parce que
Sam, allez, c'était un enfant de la maison, il connaissait quand même bien la maison. C'est ça quelques-unes de mes préoccupations. Azres Roubero, c'est un échange, vous pouvez répondre directement. Vous avez là 3 questions et je considère que c'est... Non. Les 3 questions, c'est par personne. Hein. Élisée Odi, en principe, devrait se limiter à une seule question. Non. C'est 3 questions Et je les ai. Voilà. Vous pouvez répondre à une seule question, comme ça on prend des autres questions des autres personnes, parce que c'est important. Voilà. Madame Odia, la question que vous posez mérite d'être précisée. Il n'est pas vrai de dire que depuis 30 ans, les guerres que connaissent le pays sont le fait d'une communauté. Et ce genre de raisonnement, propagé à un niveau de vous, personnalité ou personnage de médias, pose problème. Je vous donne un exemple. Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il prend le pouvoir, il n'est pas Banyamulenge, il n'est pas Tutsi du Nord Kivu. Laurent Désiré Kabila est un personnage connu pour avoir dit non à Mobutu pendant tout son règne. Il a même refusé de venir à la conférence nationale souveraine. Alors, leader de la FDL, il arrive à Lumbashi pendant que Kinshasa tombe et il devient président de la République. Vous pouvez raisonnablement, et il passait sur son passage, il prenait tout ce qui comptait. Et bien sûr, il y a eu des Banyamulenge, il y a eu des Bavura, des Bafourer, des Babem, à partir du début de la guerre, jusqu'à Lumbashi et dans toutes les provinces. Donc, ça montre que l'argument que vous évoquez est faux. Deuxième argument, prenez le RCD. Le RCD est constitué par qui? Qui ont fait le RCD pour faire la Deuxième Guerre? Wamba Diawamba est de Congo central. Lunda, professeur qui a fait Harvard, qui a enseigné en Tanzanie. Lunda Bululu, ancien Premier ministre, professeur de droit constitutionnel. Alors, qui a été, je pense, le premier secrétaire général de la CEAC à Libreville. Vous avez Alexis Tamwemamba. Vous avez Mende Omalanga, avec qui j'ai négocié l'accord de Lusaka. Il était même le porte-parole, le négociateur principal. Je m'asseyais derrière Mende, c'est lui qui prenait la parole. Alors, vous avez Kinkei Mulumba. Vous voulez que je vous cite quelle est la province qui n'était pas représentée? Donc, toutes ces provinces, toutes ces personnalités ont fait le RCD. Comment intellectuel que vous êtes, madame, vous pouvez vous aussi raisonner comme les gens qui ne sont pas de votre niveau pour dire toutes les guerres, c'est une seule communauté? Non, ça ne va pas. Et tous ces gens-là, ils ont fait la guerre. Ils ont dirigé le mouvement, ils ont conduit les affaires. Vous voyez Onosumba, vous voyez Ondekane, vous voyez tous ces généraux et d'autres, les Sesanga, les Thomas Luaka, ainsi de suite. Donc, il faut absolument revoir vos études sur la question. Aujourd'hui, je venais de le dire, vous êtes arrivé en retard. Le leader de l'AFC 23, le numéro 1, c'est qui? Qui s'exprime au nom de l'AFC 23? Mais c'est Nanga, il est de la province, disons, de Haut-Uélé, ainsi de suite. Je parlais des autres qui sont avec lui. Non, nous avons été membres comme tout autre Congolais. C'est ça la vérité qu'il faut enseigner. Nous avons été membres comme tout autre Congolais. Nous n'étions ni les plus nombreux, ni les plus prédominants. Et l'histoire du pays, c'est plutôt se dire pourquoi pendant 30 ans, on a connu toutes ces guerres. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vient des autres? Qu'est-ce qui vient de nous? C'est comme ça que vous pouvez régler le problème dans votre esprit. Sinon, on est complètement
qu'est-ce qui reste derrière ce raisonnement? C'est de dire, alors, ils sont mauvais, ce sont les ennemis, ils pactisent avec n'importe qui, et donc il faut les punir. Et ça conduit inéluctablement aux propos de Fayulu. Ce genre de raisonnement conduit inéluctablement aux propos de Fayulu. Donc, c'est le Banyamulenge, ce n'est pas des Congolais. D'ailleurs, ils font ça parce que ce n'est pas des Congolais, et ainsi de suite. Même s'ils meurent, ça ne me dit rien. Donc, il faut éviter ça. Vous avez un niveau très élevé, vous avez des qualités connues, très connues, du reste, de très très bonnes qualités, mais le raisonnement, voilà ce qui tue les gens. Et là, ça cache quelque chose de méchant pour responsabiliser une seule communauté, là où les guerres que nous avons connues, sont pratiquement la participation de beaucoup de gens, de toutes les provinces. Je ne connais pas une seule province qui n'a pas été membre de tous ces mouvements jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, je vous fais la faveur de répondre, mais c'est seulement à elle, Merci. justement, pour ces deux autres questions. Pour les autres, ça sera une seule question. Non. L'UDPS a été co-auteur des travaux de Sun City. Je l'ai bien expliqué. L'UDPS quel était l'objet de Sun City? C'était d'avoir la réconciliation nationale. L'UDPS a même fait avorter avec le RCD, ce qui pouvait conduire justement à la division du pays. Je ne vois pas comment le PPRD ou l'ancien gouvernement avec le MLC, société civile, opposition non armée, sans l'UDPS et sans le RCD, en ce moment-là, pouvait conduire un gouvernement et prétendre à réunifier le pays. Parce que nous contrôlions presque la moitié du territoire national. Nous avions plus de 40 000 militaires. Et nous avions l'UDPS avec sa popularité dans les rues de Kinshasa et ailleurs. Donc, c'est avec l'UDPS que nous avons ramené, il y a eu leur volonté, bien sûr. Tout le monde, avec les Mbeki, les États-Unis, je me rappelle de voyages de diplomatie en Somalie, avec Wolpi, l'ancien envoyé spécial qui était aussi un ancien congressman. C'est comme ça qu'on a fait la paix. Maintenant, dans les négociations, à part la réconciliation, la formation d'une nouvelle armée, l'organisation des élections, il y avait le fait d'accéder à un nouvel ordre politique. Un nouvel ordre politique signifie littéralement avoir une nouvelle constitution et accéder à une autre république. Si les gens disent aujourd'hui qu'ils veulent une nouvelle constitution, c'est qu'ils veulent un nouvel ordre politique. Mais ici, je vous dis, l'UDPS est co-auteur des travaux de Sun City. Maintenant, que plus tard, et je peux comprendre, l'attitude du président de l'UDPS, que j'ai toujours respecté et dont je respecte encore la mémoire, pour telle raison, vous savez ce qui s'est passé pendant le dispatching de postes. Il devait, et c'était le point de vue du RCD, et nous avons milité pour ça, il devait être le vice-président de l'opposition non armée. C'est l'histoire qui doit être enseignée aussi dans les écoles et dans les universités. C'est ça l'histoire politique de notre pays. Donc, en quittant Sun City, la personnalité qui devait occuper le rang de vice-président de l'opposition non armée, c'est Étienne Tshisekedi, de reste-mémoire. Maintenant, la situation qui s'est passée au sein de l'opposition n'a pas permis que ce soit lui, ça a permis que ce soit Zaïdi Ngoma. Alors, cette façon de vivre ça, là, certainement, je me réserve de donner des commentaires sur ce qu'il me disait quand je lui demandais de venir participer aux réunions. À Kinshasa, il était encore en Afrique du Sud. Alors, lorsqu'on arrive, comment dirais-je, dans le déroulement de la transition, l'UDPS, évidemment, s'est rendu compte qu'il n'était pas au pouvoir. Et donc, il ne pouvait pas être content du fait qu'il y ait une nouvelle constitution. Mais dites-moi, dans quel pays du monde une personnalité, un personnage ou un parti politique peut dire « Moi, j'ai dit que vous n'irez pas, je ne veux pas de cette constitution » et 30 ans ou 20 ans après, plutôt 20 ans après,
alors que vous avez bénéficié de cette constitution pour accéder au même pouvoir, ça va faire 8 ans bientôt, vous dites non, il faut changer la constitution. Elle est mauvaise lorsque vous êtes à la fin du mandat, mais elle était bonne lorsque vous étiez au début et que vous avez prêté serment en jurant devant Dieu et devant les hommes. Il faut rester cohérent. Donc, je n'ai pas dit que l'UDPS est co-auteur de la Constitution. Non, 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 non. Mais j'ai dit qu'il est co-auteur, l'UDPS, ou elle est co-auteur de, si vous voulez, des travaux qui ont prévalu pour la création d'un nouvel ordre politique. Voilà, la troisième question que vous avez posée, c'est Mbosso. Écoutez, je n'ai pas l'habitude, une fois que je me sépare de camarades dans le parti politique, je n'ai pas l'habitude de suivre ce qu'ils font, ni de commenter sur ce qu'ils font, ni de commenter sur ce qu'ils disent. Donc, je préfère m'arrêter là. Une chose que je voulais signaler, c'est que quand les gens parlent dans les institutions ou dans les médias, ils ne doivent pas faire aveugler la population et faire ignorer d'où ils viennent. Ce n'est pas honnête. Cette constitution, c'est le fruit de qui? Nous étions dans l'espace présidentiel. Bien sûr, nous avons inspiré sur beaucoup de dispositions. Mais cette constitution est passée par le Sénat. Cette constitution est passée par l'Assemblée nationale. Chacun de nous tous, membres des institutions, a été chargé d'aller faire la propagande pour l'adoption de la Constitution. Moi, je suis à Bunia. Je me rappelle encore de ma campagne sur la Constitution. Je leur disais, vous la votez ici à Bunia avec tout ce que vous avez comme ressources naturelles, parce qu'il s'agit de la décentralisation approfondie, vous allez être prospère. Ça, c'était mon argument pour faire passer la Constitution à Bunia. Maintenant, d'autres sont allés ailleurs. Je suis allé également dans le Kivu profond. Et donc, tous ceux-là qui ont fait cette propagande, et aussi veulent dire que c'est la Constitution de qui? Ce mensonge de la Constitution des étrangers ou des gens qui ont le sang sur leurs mains, alors qu'ils jouissent de fruits de cette Constitution. Est-ce que vous pesez le degré de malhonnêteté lorsque les enfants suivent ce genre de discours? Notre jeunesse, elle a droit à la vérité. Voilà. Voilà, on prend les 2 dernières questions et je rappelle aux différents auditeurs que nous avons un souci technique, en tout cas, une fois de plus, c'est à mon niveau, et donc je ne saurais pas prendre plusieurs questions. J'ai décidé de limiter à 3 questions seulement, donc on prend les 2 derniers intervenants. Monsieur Dido Nsampu, une seule question, puis Monsieur Fabrice Gino, une seule question. Monsieur Dido, allez-y, votre question. Merci beaucoup, Monsieur Stani. Bonsoir, Stanis. Bonsoir à Monsieur Azeras Ouberois. Bonsoir. Je ne sais pas si... Oui, en fait, je voudrais un tout petit peu revenir par rapport aux questions de rébellion. Mais pourquoi est-ce que ne trouvez-vous pas qu'il y a une espèce de répétition qui ferait en sorte que c'est là? Bon, je voudrais principalement aborder la question des rébellions qui ont bénéficié du soutien du Rwanda. Est-ce que vous ne trouvez pas que cela renforce davantage la haine que vous avez décrite tout au long de ces espèces, plutôt que de pouvoir changer le fusil d'épaule et trouver d'autres méthodes, par exemple? Merci Dido. Merci beaucoup. Bon, Monsieur Dido, je ne suis pas d'accord avec votre logique, surtout après que j'ai expliqué les leaders des différentes rébellions. Bon, qu'est-ce que Wamba Diawamba avait à faire avec le Rwanda? Dis-moi, si ces guerres, ou d'autres leaders, je ne vais pas répéter leur nom, si ces guerres avaient eu lieu à l'ouest du pays ou au nord du pays, encore que certaines guerres ont eu lieu au nord du pays, le MLC, un grand parti politique qui a une bonne devise que j'aime beaucoup, avec Dieu nous vaincrons, mais le MLC n'a pas fait la guerre comment dirais-je, principalement dans le nord et dans le sud Kivu. Je sais que j'ai été à un moment donné vers Beni, mais c'est principalement au nord. Bon alors, qu'est-ce que vous allez me dire? Est-ce qu'il y a des contacts avec le Rwanda? Donc, moi je pense que
nous tombons dans le piège de vouloir rationaliser la haine. Nous voulons trouver des arguments en faveur de la haine. Est-ce que vous vous imaginez ce que ressentent les populations Tutsi du Nord Kivu, les populations du Sud Kivu, les Banyamulenge, lorsqu'elles sont généralisées? Est-ce que vous êtes au courant que ceux qui font la guerre sont beaucoup moins nombreux que beaucoup de gens appartenant à cette communauté qui ne font pas la guerre? Le problème, c'est quoi? Lorsqu'on voit un leader Tutsi devant, ou parmi les leaders, on cesse de voir les autres leaders de la rébellion, on cesse de comprendre que la grande partie de sa population n'est pas dans la rébellion, mais on justifie la haine parce qu'il y a un pays qui s'appelle le Rwanda qui est à côté. Je l'ai dit avant, même avec le Rwanda, il faut faire la paix. Le Burundi, là, qui soutient une partie des Congolais contre d'autres Congolais, est-ce que c'est raisonnable? L'Ouganda qui a des troupes dans une grande partie du pays. Donc, on doit taire ça, tout simplement parce que ce n'est pas le Rwanda. Non, je pense que la paix avec le Rwanda est possible et le chef de l'État actuel a commencé son mandat par faire la paix avec le Rwanda. On a vécu ça, on était au gouvernement. Donc, c'est du domaine du possible. Moi, je pense que nous avons besoin de la grandeur. Et donc, pour clôturer la réponse à votre question, il n'y a pas de logique, de cohérence, de rationalité à vouloir justifier la haine. La haine, elle est mauvaise d'un bout à l'autre. Quittez tout ce qu'on vous a enseigné. Je sais que je m'adresse à des milliers de gens qui suivent et qui vont suivre. Non, nous sommes un peuple uni, nous devons le demeurer. Quiconque propage la haine pour n'importe quelle raison que ce soit, il doit être puni. Maintenant, regardez l'autre face de la question. Parlons des Tutsis du Nord Kivu. Savez-vous que depuis 1994, lorsque le groupe armé, je dirais les Interamouins, sont venus du Rwanda, après avoir commis le génocide contre les Tutsis au Rwanda, lorsqu'ils sont arrivés au Nord Kivu, ils se sont attaqués aux Tutsis du Nord Kivu, à Goma, à Rutshuru et à Masisi, et que depuis 1994, monsieur Dido, c'est comme ça que vous appelez, ils sont dans des camps de réfugiés au Rwanda et en Ouganda. Maintenant, un garçon qui est né là-bas, il y a 30 ans, qui a grandi là-bas, qui sait qu'il est venu du Congo, que ses parents, ses arrière-grands-parents, que l'Afrique a été partagée lorsqu'ils étaient au Congo. Il est obligé de vivre dans des camps de réfugiés au Rwanda et en Ouganda. Et s'ils étaient rwandais ou ougandais, ils auraient quitté ces camps de réfugiés depuis longtemps. Mais ils assument leur nationalité et leur citoyenneté. Est-ce que vous le savez? C'est des milliers de gens. Est-ce que la République ne peut pas trouver des solutions pour le retour de ces réfugiés-là? C'est de ça qu'il s'agit. Regardez au Sud Kivu. À cause de cette haine, ces réfugiés restent là-bas. Et je connais des leaders qui ont manifesté le dégoût de le voir venir. Les Banyamulenge au Sud Kivu. Parlons de la haine. Mais je vous ai dit ici que le gouvernement était engagé contre les groupes armés à un moment donné. Moi qui vous parle, siégeant au gouvernement, nous avons obtenu que le FRDC aille à Minembwe, pas contre les Banyamulenge, mais contre tous ces groupes qui se sont ligués contre les Banyamulenge, au nom de la haine. Les mêmes groupes qui, en 1964, menaient la guerre de rébellion au moment où je suis né dans ces montagnes-là. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, je le répète, à dessein. Maintenant, après 9 ans, nous sommes à la 10e année, comment les forces armées se retrouvent avec ces groupes armés pour faire des bombardements avec des drones, des bombardements aveugles à Minembwe, une zone habitée par des Congolais. Le jour où j'ai eu à poser cette question aux plus hautes autorités du pays, et je leur dis, peut-être on vous trompe, on ne vous dit pas la vérité, mais voici la vérité, voici les images. Lorsqu'un vieillard de 100 ans, à peu près, meurt de drone,
une vieille de 100 ans, mieux de drones, un bébé, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous me racontez? Donc, c'est parce qu'il y a des bombardements aveugles. Donc, la haine de mon ami, elle est mauvaise. Aujourd'hui, c'est cette population à laquelle on veut faire porter tous les maux d'Israël, selon l'expression. Mais demain, ça ne sera pas toujours nous. Hein. Dans 10 ans, dans 50 ans, ça peut être ta propre communauté. Et on va trouver des raisons de la haine. Moi, j'étais à Lubumbashi, vous le savez, pour la plupart, en 92. Mais le concept Biloulou qui était à Lubumbashi. Mais vous pouvez me dire que les gens du Kassai qui étaient avec moi, avocats, voisins, étaient heureux d'apprendre ça? Non, non. On a perdu un avocat à Kabeya qui était à Likassi, comment dirais-je, à la gare, parmi ceux qui ont été refoulés vers Mbujimaï. Qu'est-ce que ces populations avaient fait? Donc, vous voyez, la situation n'est pas allée bien dans le Bandundu. Telle tribu contre telle tribu. On va toujours trouver des raisons. Bref, je pense que nous devons arriver, je m'excuse de le dire ici, à l'étape de la construction volontariste et intentionnelle d'une nation qui signifie la conscience de vouloir vivre ensemble. Si ce n'est pas le cas, bon, il y aura toujours des problèmes, mais ne trouvez pas, s'il vous plaît, des raisons pour haïr quelqu'un, surtout si vous allez à l'église. Et je sais que 95% des Congolais vont à l'église. Voilà, on prend la dernière personne avec sa question, Monsieur Fabrice Gino. Une seule question, s'il vous plaît. Oui, merci Stanis, merci Monsieur Rouberoy pour cette occasion. Moi, ma question, au fait, bon, déjà, je suis un peu choqué. Je trouve ça ou un peu, bon, disons, un peu malhonnête de votre part, Monsieur Rouberoy, puisque, au fait, les Congolais, ils vont pas se poser des questions comme ça gratuitement. Et cette façon-là de remettre ou de renvoyer sur les cordes de l'extrémisme toute personne qui se pose des questions par rapport à la question Banyamulenge, excusez-moi la tautologie, c'est un peu malsain. C'est un peu malsain. Pourquoi? Parce que finalement, nous avons vu que c'est les Rwandais qui nous agressent. Et il vous souviendra, M. Rouberoy, en 1996, quand la guerre a commencé, il y avait quand même, et c'est écrit, Madame Navanatem Pila, il est dit au rapport mapping. Elle le précise clairement avec toute la société civile et les gens qui ont écrit les rapports mapping, ils précisent clairement qu'il y avait une bonne partie de la frange du Banyamulenge qui était impliquée dans cette histoire de guerre. Et puis là n'est pas la question. On va pas revenir à ce que parce que vous avez dédouané les RCD, vous avez dédouané énormément de personnes qui ont fait la guerre, qui ont pris les armes à côté du Rwanda, qui a été condamné. Bon, condamné en tout cas, cité par la résolution 2773 et les Rwandais a été reconnu comme étant un pays agresseur du Congo. Et c'est légitime de la part des Congolais de se poser des questions sur cette histoire où on a quand même une bonne bonne partie de la population qui, comme ça, est toujours citée. Et vous avez dit, M. Rouberoy, vous avez parlé de cette histoire où ils sont ni les plus nombreux, ni les plus prédominants, M. Rouberoy. Moi, je vous demande d'aller relire les rapports des Nations Unies. Bon, ma question est celle-ci. Êtes-vous, Monsieur Rouberoy, pour un tribunal pénal international pour les Congo? Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si ce n'est pas le cas, pourquoi êtes-vous contre? Pourquoi serez-vous contre? Et si c'est le cas, Monsieur Rouberoy, êtes-vous sûr de n'avoir rien à vous reprocher? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Fabrice. Je note l'émotion qui a caractérisé votre interview et c'est peut-être la première fois que nous interagissons, donc probablement que vous attendiez à un autre discours. Il y a des questions pour lesquelles vous me jugez et que je n'ai pas abordées. Dans cette interview, je n'ai pas abordé la question des rapports entre le Rwanda et le Congo. Ces questions ne m'ont pas été posées. Si elles m'avaient été posées aussi clairement, j'aurais répondu avec la même clarté. Mais pour peu que j'y revienne, parce que vous le dites, il est évident que le Congo, mon pays, considère que le Rwanda a agressé le pays, la RDC.
Il est évident aussi que le Rwanda, là nous parlons du droit international public, considère qu'il a le droit de poursuite contre les gens qui ont commis le génocide au Rwanda et qui sont au Congo. Est-ce que vous pouvez avaler ça? Ça, ce sont des questions de principe de droit international public. Le droit de poursuite, et si vous ne le savez pas, l'une des personnalités congolaises les plus éminentes qui avait développé cette thèse, c'est Étienne Tshisekedi. Il avait dit, nous avions l'obligation sous Mobutu, en recevant les réfugiés rwandais, qui étaient armés d'ailleurs, de les envoyer à 150 km à l'intérieur du pays. Nous ne l'avons pas fait. Dixit Étienne Tshisekedi Mulumba. Alors, ceci justifie le droit de poursuite. Relisez vos notes, vous allez les trouver. Maintenant, l'accord de Washington, quand moi je le lis, comme vous, règle les deux questions. Je pense que les médiateurs, mais aussi les partis, se sont convenus en disant, écoutez, parce que vous nous reprochez de l'agression, d'un côté, nous vous reprochons l'agression. De l'autre côté, vous nous reprochez d'avoir sur notre sol les gens qui ont commis le génocide, le FDLR aujourd'hui. Alors, faisons la paix à travers l'accord de Washington. C'est ça l'essentiel de l'accord de Washington sur le volet de la paix. Je n'évoque pas le volet économique et social, même vis-à-vis de la région. Moi, je trouve cet accord très équilibré. Cet accord reconnaît le rôle de chacun. Et c'est comme ça que le médiateur aujourd'hui fait pression aux Rwandais de faire partir leurs troupes. Je pense qu'ils sont en train de partir selon le rapport. Mais aussi, le médiateur fait pression au Congo pour désarmer. Vous là, qui tenez ce langage, pourquoi vous ne dites rien sur le fait que notre gouvernement a entrepris, si vous voulez, le désarmement de FDLR et même l'accord qu'il y a parmi eux, ainsi de suite. Donc, vous ne pouvez pas, et ça je refuse aux jeunes et aux intellectuels, et même aux universitaires, vous ne pouvez pas avoir un accord comme l'accord de Washington entre vos mains et prendre une partie, si vous êtes de la faculté de droit ou même intellectuel tout court, vous devez vous dire non, non, qu'est-ce que c'est? Donc, nous aussi, on a des obligations vis-à-vis du Rwanda. J'en conviens, les troupes rwandaises devront quitter, ou doivent quitter, ou sont en train de quitter, mais en même temps, la RDC doit désarmer les génocidaires. C'est ça l'accord de Washington, au-delà d'autres dispositions, comme je l'ai dit, qui nous amènent vers la prospérité au niveau de la région. Maintenant, vous parlez de du rapport mapping. Vous pensez connaître mieux le rapport mapping que moi, vraiment? J'ai intérêt à connaître le rapport mapping. Mais est-ce que vous savez que dans le rapport mapping, parce que vous voulez dire qu'il y a une frange de Banyamulenge qui ont été dans la rébellion? Bien sûr qu'il y en a eu. Mais les Kadogo, c'est qui? Les Kadogo s'appliquaient seulement aux Banyamulenge et pas à tous les autres. C'est parce qu'il y avait quasiment des mineurs à travers toute la route jusqu'à Kinshasa. Ceux qui sont venus de Keng, vous pensez qu'il y avait que des Banyamulenge? Ceux qui ont pris Kisangani et d'autres localités jusqu'à Lumbashi? De quoi vous parlez? Donc je pense qu'il faut éviter d'aller dans une logique qui, en fait, vous faites un effort de vous donner raison. Et c'est ce qui m'étonne. Je suis en train de vous pousser vers la rationalité. Et savez-vous que dans le rapport mapping, encore une fois, je reviens à Fayulu, qui raconte des histoires qu'il ne connaît pas. Le rapport mapping, lorsqu'il évoque, il dit, est-ce que vous avez déjà lu le rapport mapping, les Congolais sont morts, mais le rapport mapping, il y a des chapitres sur la mort de Banyamulenge, comme Congolais, n'en déplaise à lui et à quiconque. Donc, dans ce rapport, vous trouvez les gens qui sont morts à Bela, à Baraka, et comment dirais-je, à Lucenda, et un peu partout, à Uvira, à Kamanyola. C'est pas possible.
Donc, vous pensez que le rapport mapping concerne les autres, mais les Banyamulenge qui sont, vous ne savez même pas qu'ils sont morts aussi pendant cette guerre-là, ça ne les concerne pas. Non, j'en appelle à la rationalité, à la logique et à la cohérence. Maintenant, vous dites, est-ce que vous êtes pour la création d'un tribunal international pour les Congos? Et vous donnez la réponse. C'est ce qui est honnête. C'est pas honnête. Vous dites oui, et si vous ne voulez pas de ce tribunal, alors pourquoi ainsi de suite? Qui vous a dit que je ne suis pas pour ce tribunal? Cette question est venue à Sun City. Il faut vous documenter. Dans le débat sur la création d'un tribunal pénal pour la RDC, il y a une divergence fondamentale. Pourquoi? Les uns voulaient que le tribunal soit créé pour juger les gens à partir de 1998, tout simplement parce que ceux qui étaient au pouvoir, c'était l'émanation de la FDL, et donc la guerre de 1996 devait échapper. Et nous, on a dit non, parce que nous visons des crimes, comment dirais-je, imprescriptibles. Alors, tout Congolais qui est mort sous ce régime, le régime de Mobutu, d'ailleurs même sous le régime de Kasavubu, depuis 60, tout Congolais qui va être trouvé avoir commis un crime, soit de génocide, soit de crime contre l'humanité, soit un crime de guerre, il devra passer devant ce tribunal. Et c'est là que les Romains s'empoignèrent. On ne pouvait plus trouver de compromis. Parce que la logique qui est derrière votre pensée, c'est quoi? C'est pour dire, c'est le RCD qui a commis le crime, il faut comment dirais-je, un tribunal pour les juger. Vous blaguez ou quoi? Vous pensez que ceux qui ont commis des crimes imprescriptibles en 60 doivent être exonérés? Pour quelle raison? Et en 96, pour quelle raison? Et sous le règne de Mobutu, je vous ai parlé de la Panzo de Pentecôte et ainsi de suite. Tous ceux qui ont concouru à ça, c'était quel type de crime? Donc, la justice, c'est probablement l'une des valeurs qui me caractérise. J'en conviens. Mais il faut une justice juste. Il ne faut pas une justice qui considère que le coupable qui sera jugé, c'est celui avant même le procès, avant même l'instauration du tribunal. Et c'est ça le mal que nous avons. C'est ça le mal que nous avons. Choisir la date du 2 août pour Génocoste. Est-ce qu'il y a un seul crime qui a été commis le 2 août? Pourquoi on a choisi le 2 août? Pourquoi on n'a pas choisi une date où il y a eu la commission d'un crime? Donc, si nous devons, il faut faire attention avec ce chapitre, parce que la justice, c'est l'autre façade de la réconciliation. Nous avons l'histoire de l'Afrique du Sud. Donc, s'il y a un tribunal qui doit juger ceux qui ont commis des crimes, bravo, mais qu'il soit impartial, qu'il ait la durée à partir du moment où nous sommes devenus indépendants, parce que les crimes sont imprescriptibles, mais parce que tu as voulu savoir si je ne me reproche de rien, évidemment, je ne me reproche de rien, monsieur. Et je peux vous le prouver sur papier. Je ne connais même pas le temps que nous avons, mais je peux vous le prouver sur papier. Ce n'est pas le fait d'avoir appartenu à un mouvement qui fait de vous, comment dirais-je, quelqu'un qui doit juger. Pourquoi Jean-Pierre est en liberté, à votre avis? Pourquoi? Alors qu'il était poursuivi pour des crimes commis en Centrafrique. C'est parce qu'il a été prouvé par lui et par ses avocats qu'il n'a pas commis de crimes qu'on lui reprochait. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a eu des crimes, du reste, une partie de ces crimes constitue des faits de guerre pour lesquels l'amnistie a été donnée. C'est cette amnistie qui existe et que vous lisez. Mais s'il existe des crimes qui doivent être jugés, que ce soit par un tribunal, disons par un tribunal correct, impartial, pourquoi pas? Mais ne pensez pas que vous connaissez la liste des gens qui seront nécessairement condamnés. Quand je suis les politiques congolais, en fait, ils en ont fait même du business. Donc, vous parlez, rapport mapping.
les gens intimident qui? Mais on peut intimider celui qui a commis le crime, mais jamais on intimidera un innocent. Je peux vous dire, dans cette guerre, il y a eu ceci, il y a eu cela. Je deviens président d'ailleurs à 2 semaines de la prise de fonction de la transition. Mais pour l'opinion publique, depuis le jour 1 jusqu'au jour à la fin de la guerre, c'est Roubeiro qui était président. Mais attention, même les présidents ne sont pas forcément responsables. Vous serez étonné le jour où il y aura ce procès, s'il y en aura un, de trouver que ceux que vous considérez comme coupables sont innocents et ceux que vous côtoyez comme innocents sont coupables. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il n'y a pas de présomption, comment dirais-je, irréfragable ici, en cette matière. Ce que vous présumez être vrai, il y a des gens qui ont des preuves contraires et ça fait que votre présomption est réfragable alors. Je vous remercie, M. Stani, de m'avoir donné cette opportunité d'échanger. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Ce que je veux de notre nation, c'est qu'elle se redresse. Elle marchait très bien. Et nous devons revenir à l'ABC de la démocratie, à l'ABC de la bonne gouvernance, à l'ABC de la justice, mais aussi à l'ABC de la réconciliation. On est trop divisés. D'ailleurs, en se focalisant sur une communauté, on commet le tort. Il y a des divisions entre Kasaï et Katangé, il y a des divisions entre les gens de l'Est et de l'Ouest, il y a des gens entre soiliphones et non soiliphones. Tout ça, ce n'est pas une bonne image pour la République que nous voulons. Mais pour y arriver, il faut avoir la loi au milieu, il faut avoir le respect de la parole donnée, il faut avoir, si vous voulez, la grandeur dans le leadership. Pas comme Fayoulou fait descendre le leadership congolais, mais une grandeur qui fait que l'on comprend, mais l'on décide favorablement par rapport à tous. Azarias Roubeiro, moi, je vous dis merci de votre disponibilité. Je promets aux auditeurs que je connais à mon niveau un souci technique qui ne me permet pas d'aller trop loin dans cet exercice ce soir. Même le programme qui a été prévu avec Jean-Jacques Lumumba et Carbone Béni est reporté possiblement pour demain. Je reviendrai vers vous pour vous donner les nouvelles dates. Et puis Azarias Roubeiro, je l'aurai avec moi, avec vous prochainement. On sera ensemble et il répondra à toutes vos questions. Ça, c'est promis. Mais ce soir, on doit s'arrêter là parce que je ne sais pas continuer pour des raisons techniques. Une fois de plus, Azarias Roubeiro, je vous dis merci. Et ça va copier connecter, s'il vous plaît. Merci. En tout cas, Madame Christelle, merci beaucoup pour la patience et là, on est content peut-être. Donc, on met la vie sous Badou et Bélé. Il y a pour ça la démarche, la variable, le savon qui est là-bas, c'est palpable. Donc, c'est pas du. Enveloppe, même si on vous a dit la pizza, comme vous avez vu. Et on peut applaudir pour notre PDG, s'il vous plaît. Il fait un bon travail. Alors, je ne sais pas, tu attends quoi? Il faut venir, il y a la démarche. Et tous en a gagné la biso ba suspect ba certificat la bango ne bozomona. Et ensemble na bango pe kalaté pour ça la vidéo bomo na bango na Canada. En tout cas, je vous souhaite bonne chance à tous. Tozo Zilabino. Merci.